Merci. Bonjour à toutes ou bonsoir à l'heure qu'il est à toutes et à tous. Et donc merci à la faculté d'architecture Lacan-Borda de nous avoir invités, Marie-Ève et moi-même, à vous présenter cette communication qui comporte en réalité deux thématiques parallèles. D'une part, la pièce de Kaija Saariaho, Louis-Ming Chacon, compositrice finlandaise, et puis d'autre part, et c'est lié évidemment à la thématique de ces journées, la manière dont dans la pièce de Saariaho, le passé et le présent se côtoient. Et cette thématique m'amènera aussi à vous parler, assez brièvement sans doute, d'autres œuvres où ces deux dimensions, le passé et le présent, fusionnent. Je suis donc accompagné aujourd'hui par Marie-Ève Ronvaux, qui est violoncelliste, mais aussi géographe, et qui va vous donner des extraits de l'œuvre de Saariaho, mais pas seulement, d'autres choses aussi, œuvre qu'elle jouera dans sa continuité après ma communication. Alors, quel est le projet de la pièce de Saariaho? C'est une très courte pièce en réalité, et un peu particulière, puisque c'est à partir d'une chaconne de Giuseppe Colombi, compositeur italien du XVIIe siècle, et donc, pour le coup, d'une musique ancienne, que la compositrice finlandaise compose Louis-Ming Chacon. Cette œuvre, écrite en 2010, s'inscrit dans un projet très festif intitulé Mystery Variation on Giuseppe Colombi's Chacona. Projet donc festif puisqu'il était destiné à fêter les 50 ans du violoncelliste Anssi Karttunen, finlandais lui aussi, et qui est dans ses murs, je pense, parce que si j'ai bien compris ce que Marie-Ève me disait tout à l'heure, il fait partie des membres du jury du concours de violoncelle. Kaija Saariaho n'était pas la seule compositrice à avoir participé à ce projet, puisque 30 autres compositeurs et compositrices ont répondu favorablement à cette demande. Le projet était de proposer à chacun de ces compositeurs d'écrire des variations supplémentaires à celles composées par Colombi dans sa chaconne. Alors, pourquoi avoir choisi cette chaconne en particulier? Je vous avoue que je n'ai pas d'informations particulières sur les raisons de ce choix, mais c'est peut-être parce qu'elle utilise un matériau de base qui, dans une mesure, est assez, avec tous les guillemets qu'il faut, moderne par rapport au modèle utilisé à cette époque, modèle dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure, mais aussi parce que c'est une pièce qui pose quand même un certain nombre de questions sur la manière dont il faut la jouer, j'y reviendrai. La plupart du temps, on joue la chaconne de Colombi en solo, mais il y a des versions à deux voix, et je vous en dirai un petit mot. Mais avant cela, comme je sais que je m'adresse, il y a des musiciens dans la salle, bien entendu, mais aussi à des non-musiciens, je voudrais dire quelques mots quand même sur cette chaconne. Chaconne et passacaille, et vous allez comprendre pourquoi j'associe les deux. Qu'est-ce qu'une chaconne? Alors, à l'origine, la chaconne était comme la passacaille, sur laquelle je reviendrai donc dans un instant, une danse vive à 3 temps. Cette danse s'accompagnait de castagnettes, et il semblerait que c'est ce qui explique le nom de cette danse, de manière souvent d'onomatopée, les castagnettes faisant tchac. Née en Amérique du Sud, elle arrive en Espagne dans le courant du XVIe siècle et il devient progressivement une pièce de caractère noble, assez solennelle, dont la forme, ou l'architecture générale, est basée sur la répétition d'une basse ou d'une structure obstinée. La passacaille, quant à elle, est très proche de la chaconne au point de se confondre avec elle, puisque Louis Couperin indique comme titre d'une de ses œuvres « Passacaille ou chaconne ». Comme la chaconne, la passacaille est une danse populaire extra-européenne qui arrive en Espagne, avant qu'elle ne devienne, elle aussi, une pièce prisée par la noblesse. À l'origine, cette danse populaire était pratiquée par des musiciens ambulants, et c'est du reste l'expression passar por la calle qui aurait donné le nom à la passacaille. La passacaille, comme la chaconne, s'organise donc autour d'une série de variations qui viennent se déposer sur une structure harmonique obstinée. Alors, je pense que, peut-être plus particulièrement pour les non-musiciens, je voudrais dire un tout petit mot à propos de ce qu'on entend par variation, parce qu'on peut le comprendre de deux manières différentes. Vous avez devant les yeux, que vous sachiez lire la musique ou pas, peu importe,
un petit menuet de jeunesse de Mozart. Il devait avoir 5 ou 6 ans quand il a composé ça, avec papa évidemment qui surveillait de très très près la manière dont les choses se faisaient. Et donc je vais vous jouer simplement la première phrase que vous avez au-dessus, et à l'époque en tout cas, dans ce style de musique, quand on faisait la reprise, on ne jouait jamais 2 fois la même chose. On se devait de varier la reprise, évidemment. Donc je vous fais entendre ça. C'est ce qu'on appelle une forme d'ornementation, si vous voulez, tout simplement. Alors, par rapport à l'ornementation, ce merveilleux peintre et de grand théoricien, je crois vraiment plasticien, Paul Klee, l'a défini de manière, je trouve, tellement formidable à travers ce dessin. Et il parle de l'ornementation et il nous dit « Imaginez la marche d'un homme accompagné par son chien se promenant à ses côtés ». Et c'est très judicieux comme manière de définir les choses. Quand on fait une variation, une ornementation, on a une conduite et on peut faire toute une série de petites choses sur le côté, mais la conduite reste très présente. L'autre sens du terme variation a une dimension plus formelle en quelque sorte, comme dans le cas de la chaconne, mais aussi de la passacaille, ou encore comme dans le cadre des thèmes à variation, comme celle que Mozart a pu écrire sur « À vous dirai-je, maman ». Dans le cadre de la chaconne, les variations se font, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur une basse ou une structure qui se répète. Et c'est donc dans ce cas la ligne de basse et sa structure sous-jacente qui constituent le thème proprement dit. Avant de vous parler de la chaconne de Colombi, je vous donne peut-être 2 ou 3 exemples auditifs de ce que c'est qu'une chaconne ou une passacaille. Et le premier que j'ai choisi de vous faire entendre, et je trouve particulièrement éloquent, c'est extrait de la 7e suite pour clavecin de Handel, et c'est la passacaille, et je trouve qu'elle est tellement lisible que je trouve que c'est un bon exemple à vous faire écouter. Je le commenterai pendant son écoute. Répéter, c'est la thématique de base. Et des variations sur une basse qui reviendra systématiquement. Cercles que je vous place, ce sont toujours les mêmes notes exactement, et on comprend extrêmement bien la structure de cette pièce d'ornementation devenant de plus en plus dense, bien évidemment. Voilà, je pense que vous avez saisi la manière dont la chose fonctionne. Dans les célèbres variations Goldberg, Jean-Sébastien Bach écrit une aria suivie de 30 variations sur une basse là aussi obstinée, ce qui veut dire que la thématique dans les variations Goldberg, ce n'est pas l'aria en question, mais c'est la ligne de basse. Et donc, je vais vous proposer d'entendre le tout début, on va faire ça en duo, c'est un peu particulier, je vais vous jouer le tout début de ces variations Goldberg, et Marie-Ève va vous dégager la ligne de basse. Basse que vous venez d'entendre, elle sera là
de manière permanente et toutes les variations seront construites à partir de cette ligne. Alors, je ne résiste jamais à l'envie de montrer la dernière variation, parce qu'elle est assez drôle. Alors, la ligne de basse que vous venez d'entendre dans les Goldberg est une ligne de basse que Bach a utilisée à de très très nombreuses reprises. Elle fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine musical, et bien d'autres, le compositeur, l'ont utilisée. Et on a un très très beau portrait bien connu de Jean-Sébastien Bach, où il tient un parchemin, enfin une partition à la main. Voilà le détail de cette partition, et ce qui se trouve en dessous, non, pardon, ça c'est pas nécessaire, voilà, ce qui se trouve en dessous, c'est cette ligne de basse. C'est un canon à énigme très particulier, je ne vais pas entrer dans le détail de ce genre de choses. Et donc, dans la 30e variation, qui s'appelle Quodlibet, en fait, c'est une espèce de farce en quelque sorte, Bach va utiliser deux thématiques, deux chansons saxonnes. Alors, la première, Marie-Ève va vous jouer la mélodie. Voilà. Et j'ai pris une partie du texte de cette chanson. Voilà bien longtemps que je n'ai pas été près de toi, approche-toi plus près de moi. C'est judicieux, non, de la part de Bach, en se disant, ben, je vais me rapprocher de mon aria qui va revenir après cette 30e variation. Et il y a un deuxième extrait, alors je vous le fais écouter à l'enregistrement. Et vous voyez une partie du texte. Les choux et les navets m'ont chassé, si ma mère avait fait cuire de la viande, je serais resté plus longtemps. Il serait resté plus longtemps dans ces variations. Die Wasserrüben und der Kohl, die haben mich getrieben wohl. Die Wasserrüben und der Kohl. Je ne vais pas aller au-delà. Si notre thématique, c'est l'ancien et le nouveau, ici, dans cette variation, la thématique pour Bach, ce serait le savant et le populaire. Je vous fais écouter simplement le début de cette variation. J'ai surligné en rouge le premier thème que Marie-Ève vous a joué, et en bleu le second thème que vous avez entendu, et vous voyez qu'ils sont extrêmement présents. De basse complète. Voilà. Des compositeurs plus tardifs, plus modernes, utilisent cette forme ancienne de la chaconne, comme Brahms. Dans sa 4e symphonie, le dernier mouvement est une passacaille. Webern, donc on est bien plus tard, on est au début du XXe siècle, dans son opus 1, qui date de 1908, est intitulé et baptisé passacaille. Plus tardivement, Ligeti écrit une passacaille hongroise pour le clavecin. Philippe Manoury, Arvo Pärt et bien d'autres compositeurs ont également écrit des passacailles ou des chaconnes. Bref, c'est une forme ancienne qui est restée d'actualité chez bon nombre de compositeurs. Je propose maintenant de passer à la chaconne de Colombi. Chaconne, donc Colombi, compositeur du XVIIe siècle, et sa chaconne a été écrite originellement en fa majeur, ce que Sarajevo ne va pas faire, je vous dirai pourquoi. Et voilà la partition que j'ai pu trouver sur IMSLP. C'est un tout petit peu étrange comme partition, il y a des choses un peu bizarres, donc j'ai demandé aussi à des amis qui connaissent bien cette musique de savoir s'il n'existait pas d'autres éditions, et on en a fourni une tout à fait étonnante quand même, c'est celle-là, qui est entièrement écrite à 2 voix. Et il y a des musiciens qui l'ont enregistrée à 2 voix. Qu'est-ce que dit la deuxième voix, celle du bas? Eh bien, elle propose la base fondamentale du thème de manière permanente jusqu'au bout. Est-ce qu'on les joue ensemble? Est-ce que c'est un aspect plus didactique? Certains l'ont enregistré à 2 voix. Ce n'est pas toujours extraordinairement heureux, mais
ça peut fonctionner. Donc voilà une interrogation, c'est peut-être une des raisons un peu mystérieuses de cette chaconne. Alors, je vais vous proposer d'entendre... Ah oui, pardon, je vais quand même vous dire aussi un tout petit mot sur l'instrument sur lequel c'était joué. Ce n'est pas un instrument moderne comme vous l'avez ici, c'est ce que Colombi appelle une basse solo. Et en fait, il n'y a pas de pipe, comme vous le voyez, on est espèce entre la viole et le violoncelle. Et si on regarde la façon dont l'archet est tenu, on parlait de la main en dessous. Hein, donc plutôt que d'avoir la main au-dessus de l'archet, on remet en dessous, ce qui est une autre disposition. Donc Kaya Sarrião, elle, va écrire sa variation avec le texte de Colombi, pour un instrument moderne, ce qui explique qu'en fait elle prendra une autre tonalité qui soit adaptée à l'instrument moderne, si vous voulez. Alors voilà le modèle thématique. Alors, je demandais à Marie-Ève de vous jouer d'abord ce que vous avez à la deuxième ligne, c'est ce qui se trouve dans la partition à deux voix et qui restera là de manière permanente dans tout le texte. De basse toute simple, et le thème que Colombi écrit, vous allez l'entendre, c'est la première ligne, c'est une petite ornementation de ce que vous venez d'entendre. C'est très particulier parce que cette thématique n'est pas tout à fait ce qu'on faisait à l'époque. Alors je vais vous faire entendre, et vous allez voir, ça nous servira pour Sarrião aussi. Montrer des choses plus communes à cette époque-là. Voilà un exemple, je vous propose les deux et je le mets au piano tout de suite pour vous les faire entendre. Et généralement, il y a une harmonie sous-jacente que vous allez reconnaître. C'est celle que Bach utilise dans ses variations modernes. Ce sont les modèles les plus communs à cette époque-là. Et celui de Colombi, il a quelque chose d'assez remarquable. Il se distingue par rapport à ce qui se faisait, en tout cas, à l'époque. Et donc, je proposais à Marie-Ève, parce que vous entendrez la pièce complètement tout à l'heure, de vous jouer les deux premiers systèmes qui sont là. C'est donc le thème et une première variation. Ça fait clairement unité. Les deux variations constituent un seul bloc. Et puis, si on écoute la deuxième et la troisième variation, on aura cette même idée d'unité. Donc ce sont des couples qui s'organisent. Voilà un autre couple, 4 et 5. Voilà. Et dans une certaine mesure, je vous montrerai dans quelques instants, Sarrião tient compte de cette possibilité d'assembler un certain nombre de choses. Il y a une variation où c'est à deux voix, on a de la polyphonie tout simplement. Alors cette variation m'a toujours posé problème, on en discutait avec Marie-Ève, parce qu'il y a vraiment un endroit qui sonne mal, vraiment. Alors on se dit, tiens, mais est-ce que c'est un problème de copiste? Est-ce que Colombi a eu un petit égarement à un moment? Mais ce qui est assez intéressant, c'est que à partir du moment où on joue la deuxième voix en même temps, le problème se résout en partie. C'est assez étonnant.
Mais il y a vraiment un petit défaut de contrepoint. Voilà. Je ne suis pas le seul à partager ce sentiment. Hein. Et puis, ben, la pièce de Colombi se terminera par le retour du thème initial, une espèce de parcours initiatique à travers la variation pour revenir au point de départ. Passons à la variation complémentaire de Sariao. Alors, dans la notice de la partition, elle insiste vraiment sur le fait que son morceau étant une continuité ou une variation supplémentaire à la chaconne de Colombi, elle souhaite qu'on joue d'abord la chaconne de Colombi, dont vous entendrez tout à l'heure les deux enchaînés, bien entendu. Et je vais vous proposer à Marie-Ève de vous jouer le tout début de la variation de Sariao. On est très loin, semble-t-il, de Colombi. Hein, et donc, ce qu'on va essayer, Marie-Ève et moi, c'est de vous montrer qu'en fait, on peut vraiment rattacher les choses de manière même importante. Dès le début de ce que vous venez d'entendre, l'ambiance musicale est fixée. Un univers qui semble véritablement nous proposer d'explorer le son. Les premiers instants sont en quelque sorte comme une forme de zoom, si vous voulez, sur les notes importantes de la thématique de Colombi. Alors, sans entrer dans des détails, faute de temps aussi, cette exploration du spectre sonore et la manière dont on peut s'en servir comme matériau de base est ce qu'on appelle communément aujourd'hui musique spectrale. Alors, musique spectrale est un terme qui a été donné par Hugues Dufour en 1979 dans un de ses articles, et Hugues Dufour, compositeur français, qui pratiquait ce genre de choses, mais on pratiquait déjà de la musique spectrale bien avant, et plusieurs compositeurs comme Tristan Murat et Gérard Grisey, et ce n'est que plus tard qu'on a nommé la chose de cette manière-là. Cette exploration du son, Sariao en parle à de nombreuses reprises, et dans un texte de 1984, Credo, où elle dit: j'ai en moi cette passion qui me force à pénétrer le son jusqu'en son cœur, cette substantifique moelle que je désire remanier. Elle est complètement dans l'esthétique de la musique spectrale, et la pièce ici est très éloquente à ce sujet, mais beaucoup d'autres œuvres vont proposer ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'entrer dans le son ? En réalité, je vais demander à Marie-Ève de vous jouer un certain nombre de choses. Alors, quand on a une corde de violoncelle, on peut tout simplement, c'est un truc tout simplement physique, hein, la diviser en deux, la diviser en trois, la diviser en quatre. Donc toute une série de sons sont inclus quelque part dans le son fondamental. Et pour l'entendre, on va demander à Marie-Ève de vous jouer sur la corde grave, c'est là que c'est le plus efficace, simplement la corde grave, et elle va moduler tout petit peu la position de l'archet, et vous allez entendre que quelques-uns des sons que vous avez entendus font partie du spectre sonore. Et on entend le qui ressort vraiment très très fort, et on a plein d'autres possibilités en fonction de la manière dont on va utiliser l'archet et les modes de jeu.
Et en fait, dans sa pièce, Sariaïo va, via différents modes de jeu, nous inviter à explorer certains sons. Et le son est, dans sa musique et dans cette pièce tout à fait, de manière tout à fait claire, devient l'objet musical, si vous voulez. Si on parle, tout à l'heure, quand j'ai joué le petit menuet de Mozart, il y a un motif musical. Ici, le motif, c'est le son lui-même, c'est l'exploration du son. Et les modes de jeu et les procédés qu'elle va mettre en œuvre sont précisés dans sa notice de manière très très claire. Elle dit, voilà les choses qu'il faut faire avec l'archet, avec différentes manières de jouer. Alors, Marie-Ève va aussi vous jouer d'abord ce qu'on appelle un jeu normal au violoncelle, une corde, n'importe quelle corde. Voilà. Et vous voyez dans la nomenclature qu'il y a SP, sul ponticello. On va jouer le plus proche possible du chevalet. On a évidemment un grain différent. C'est la même note, mais un grain différent. On a aussi d'autres harmoniques qui sortent. Inversement, on peut jouer ST sul tasto. Les sons harmoniques, vous les avez entendus. Alors, il y a des tris sur les sons harmoniques, ça peut nous le faire entendre, ce qui est assez particulier dans cette pièce. Donc, on effleure la corde à l'endroit de l'harmonique et on a ce son très mystérieux qui peut se dégager. Des glissandi aussi qu'elle va utiliser, qui vont générer aussi une exploration du son. Et si on fait les glissandi, qu'on les cumule avec un jeu où on va de sul tasto à sul ponticello, il se passe toute une série de choses. Et on peut même aller au-delà du chevalet, c'est ce qu'elle demande. Il n'est pas indiqué ici, mais dans la partition, il y a un moment, il y a une croix, c'est de dire on va de l'autre côté du chevalet. Tu nous le fais entendre juste. Voilà, ce sont toutes ces notes de jeu. Et alors dans la partition, c'est très très clairement noté. Quand il y a des chiffres, c'est les cordes qu'il faut utiliser. C'est la 4e et la 3e corde de l'instrument. Et puis, vous le voyez, il faut jouer un tri. On va d'un jeu normal vers un jeu sul ponticello, vers un jeu normal, vers un jeu sul tasto. Donc, sur une seule note, globalement, on va faire vivre les choses de manière particulière. Tu peux jouer uniquement ces deux premières mesures, Marie-Ève. D'autres procédés, comme par exemple, à la 4e mesure, le passage de sul ponticello qui va au-delà du chevalet. Et puis il y a d'autres procédés, comme par exemple, vous voyez, il y a un TR, c'est un tri, alors elle demande de pouvoir faire le tri en modulant la vitesse. Là aussi, l'effet est assez intéressant, je trouve. Voilà, vous avez un peu petite idée de l'éventail des sons que vous entendrez dans la pièce. Alors la question qui se pose évidemment, quel est le rapport ou les rapports entre la pièce de Colombi et la variation de Sariaïo. Alors j'ai fait une petite dia avec une symbolique de couleurs. En dessous, vous avez associé aux couleurs le thème de Colombi. Le rouge, c'est pour la note sol, le mauve est pour la note ré, etc. Et je les ai reprises tout simplement au-dessus, en disant, mais en fait, on explore manifestement le sol, pour commencer. Et puis, un deuxième son qui vient, et qui est ainsi. Alors, quand on joue ces deux notes ensemble, on a quelque part le spectre d'une harmonie qu'on a dans la musique tonale. Marie va vous jouer cette séquence-là, et je pète au piano. C'est pas ce que Sariaïo a prévu, vous êtes bien d'accord.
à fait clair, moi, dans la manière dont elle a travaillé, c'est que si je regarde, on sait ce que je viens de vous jouer, 2 notes pour les mesures suivantes, pour les musiciens, c'est un accord de si dominant, c'est en fait un pattern harmonique fondamental de la musique tonale, et même ça, avec le ré et ce qui va suivre, c'est un accord de dominant. Et donc, on va vous le faire entendre de cette manière-là, on peut jouer assez rapidement, je mets au piano, tu joues toi dans la continuité, et je te suis. Dans la musique tonale, et un peu comme si, et c'est Marie-Ève qui disait ça quand on a préparé cette séance ensemble, elle dit c'est un peu comme si chaque note du thème de Sariao, de Colombi, s'était élargi un peu un temps dilaté comme dans un rêve, ce qui explique peut-être évidemment le titre qu'elle donne à sa pièce. Et bon, ça c'est quand même une manière de l'écouter que je trouve pas inintéressante. Voilà, et alors il y a un moment, on a un Più Decisio, là, au plein centre, et donc la question qui se pose, est-ce que c'est pas une deuxième variation? Est-ce qu'elle a fait comme Colombi, associer 2 variations en une seule unité? On peut l'entendre de cette manière-là aussi. Alors, pour terminer, quand on fait l'analyse musicale, on est toujours, ce qui est mon job principal, on se dit, oui, mais ça c'est très clair par rapport à Colombi, mais est-ce qu'il y a un éventuel message adressé à son ami violoncelliste pour ses 50 ans. Et donc, ce qu'on fait, c'est de se dire quelles sont les pistes possibles. Alors, vous allez voir, avec Marie-Ève, on en a discuté, elle n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est comme ça. Je me suis mis à compter les notes longues, les notes sur lesquelles on s'arrête, sur lesquelles on zoome. Donc j'ai exclu les petites notes, les notes d'ornementation. Et c'est quand même troublant, j'arrive à 50. Alors, est-ce que c'est une volonté pour l'anniversaire de notre ami violoncelliste? Voilà, ça s'y trouve, on en fait ce qu'on veut. En tout cas, ça fait partie de l'obsession un peu idiote, parfois, je dois l'admettre, des analystes. Je termine, avant de laisser Marie-Ève jouer ça, en faisant une petite synthèse quand même de ce que je viens de vous dire par rapport à la chaconne. On a une basse obstinée, on est bien d'accord, qui sera là de manière permanente. Et donc vous avez compris que la chaconne, y compris celle de Sariao, c'est en réalité proposer des ornementations, des variations différentes. J'ai changé de caractère, j'aurais pu faire des dessins, et on va dire que très souvent dans une chaconne, une passacaille, l'ornementation devient de plus en plus dense, si vous voulez. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en rapport, quelque part, avec un bâtiment baroque? À savoir, l'idée que la base, le fondement en dessous est le plus sobre, le plus stable, plus on monte, plus on a d'ornementation. Et donc peut-être qu'on peut faire un lien entre cette chaconne, mais de manière même parfois plus générale de la musique baroque instrumentale, et j'ai remis une flèche que je trouvais assez amusante en disant, ben oui, on monte vers le plus d'ornementation, on va vers la croix et symboliquement, on va évidemment vers le ciel. Et donc c'est peut-être ça qui, et c'est une manière pour moi de passer la parole après à ma collègue, qui a fait dire à Goethe que l'architecture, c'est de la musique figée. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Jean-Marie, c'était absolument passionnant. Et
Et alors je pose une question, nous sommes un petit peu en haleine à l'idée de découvrir ces deux chaconnes enchaînées, l'ancienne et la nouvelle. Quelle est votre option finalement? Nous allons d'abord immédiatement tendre le relais à Aurélie. Non, Aurélie je pense qu'on va, étant donné que voilà, Marie-Ève est installée d'une part, et puis que d'autre part, vous avez entendu toute une série de petits extraits, je pense qu'on va l'écouter dans... Absolument, d'autant que les deux pièces enchaînées font environ 5 minutes. Oui, c'est ça. Ève, j'allais dire Ève-Marie, c'est une déformation, ma patronne s'appelle Ève-Marie. Marie-Ève, c'est à vous. Juste envie de dire quelques mots sur, pour compléter l'approche hyper intéressante que Jean-Marie vous a proposée. Et l'approche qui m'a beaucoup servi dans mon travail. Comme vous avez pu voir la partition, il y a pas mal d'informations sur chaque note. Et donc moi j'ai eu, je peux faire le lien avec justement la proposition de Jean-Marie qui vient de nous montrer un bâtiment avec une flèche. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une Belge qui a récemment réussi à gravir l'Everest, je pense. Et donc c'est la 4e Belge qui a réussi ça. Mais donc l'image, enfin vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que pour gravir de tels sommets, il y a des phases d'approche. Et pour aborder cette chaconne, donc où il y a énormément d'informations, moi j'ai eu aussi besoin de phases d'approche. Et la première phase d'approche, c'était simplement appréhender la partition et essayer d'intégrer tout ce qu'il y avait à faire sur chaque note. Il y avait beaucoup d'informations. Et donc j'étais un petit peu dans cette phase-là, mais j'avais toujours pas compris en fait le sens de... En tout cas, une direction que je pourrais donner à la pièce. Donc le travail avec Jean-Marie, évidemment, m'a beaucoup servi. Mais ce qui m'a également servi, c'est une nuit. J'ai eu une espèce d'éclair d'illumination, comme ça, où je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, j'ai repensé au titre de la pièce qui est Dreaming Chaconne, et je me suis dit, en fait, dans le rêve, c'est un espace où justement le temps et l'espace sont complètement explosés. Il n'y a aucune limite à ça. Et donc, dans ce monde-là, dans le monde du rêve, on peut étendre les informations, on peut les déplacer. Le cerveau recompose tout ça. Il a eu des informations précédentes et puis il fait sa petite recomposition. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu conduire mon travail dans cette direction-là où je me disais, il faut parvenir à proposer des réminiscences des éléments qu'on a entendus, mais qui sont voilés, évidemment, par l'espace du rêve. Et il y a toujours ce petit brouillard qui est proposé justement par cette technique, par ces harmoniques, par cette tri. Et voilà, c'était une proposition complémentaire pour m'accompagner pour vous permettre de m'accompagner dans ce petit voyage. Dans ce rêve, c'est ce qu'elle veut dire. Dreaming Chaconne.
bravo. Mimi Chacon de Kaya Sariao. Merci pour cette découverte à tous les deux, Jean-Marie Rance, Kaya Sariao.